bonjour à tous. Pour démarrer, donc, je me présente, Younes Bensemout, associé cofondateur du cabinet Sekera et en même temps consultant senior cybersécurité. Aujourd'hui, on souhaite vous parler d'une problématique qui est souvent une des moins évoquées en termes de problématiques cybersécurité. Si je vous pose la question, en termes pour nos amis, notamment RSSI, quel est aujourd'hui votre plus grand problème par rapport à votre vision, le déploiement de vos roadmaps de sécurité entre technologie, budget, humain? Ça serait quoi votre plus grand problème? Humain. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'avec la croissance de menaces, avec la prise de conscience, aujourd'hui, le management il est prêt à donner les moyens. Les technologies, ça va de plus en plus et ça prend de plus en plus de force. Mais là où ça devient goulet d'étranglement, c'est la ressource. Donc, je vous affiche quelques chiffres qui illustrent un petit peu la problématique, mais vous aurez tous un problème qui est un poste sur lequel vous n'arrivez pas à recruter. Sécurité offensive, SOC, GRC, et j'en passe. Architecture, sécurité, et j'en passe. Donc, en même temps, vous aurez le problème lié au turnover. Donc, vous galérez à trouver la star, vous trouvez la star, félicitations. 3 mois après, elle est au Canada, à Dubaï, à Paris, et j'en passe. Autre fait, les grilles de salaire. Recruter un consultant qui a 2 ans d'expérience en cybersécurité, ça coûte combien aujourd'hui? Voilà, sans donner les chiffres. Du coup, c'est aujourd'hui un problème qui coûte largement plus cher que la technologie. Donc, si on compare toujours au secteur d'informatique, les salaires en cybersécurité sont largement plus élevés que les devs, largement plus élevés même que les architectes, ainsi de suite. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette pénurie, qu'il y a cette problématique de turnover? D'où ça vient? Principalement, ça vient du fait que, c'est une réalité, au niveau du marché, tout le monde cherche le profil prêt. Le profil prêt à porter, qui sait faire tout, et qui va venir senior, expérimenté, qui sait communiquer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que voilà, c'est les enchères, c'est la bourse, et de plus en plus, les grilles de salaire ne font qu'augmenter, et qu'avec la demande internationale, ben voilà, nos quelques profils formés au Maroc, qui sont crédités en termes d'écoles qui font des formations cyber, ben voilà, les bons, les meilleurs, ils partent. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on souhaite vous présenter, c'est une approche de comment éventuellement on pourrait adresser ce sujet avec une approche commune, des choses qui existent un petit peu en Europe, aux États-Unis, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on propose notamment à instaurer au Maroc avec une approche déjà qui est innovante par rapport à des choses qui se font notamment sur les thématiques que vous abordez, le cyberarch. Du coup, aujourd'hui, si on veut commencer à déjà adresser ce problème, surtout dans les grandes structures, les meilleurs candidats pour être un bon profil cyber, c'est un bon informaticien. Donc, d'abord, il faut réfléchir à convertir un développeur en spécialiste de sécurité applicative, un admin système en analyste SOC ou en pentester, un profil qui fait de l'AMOA, etc., donc qui peut gestion de projet, qui peut aussi se former sur la gestion des risques, etc., assez facilement. Donc, pourquoi chercher toujours le prêt à porter si on peut fabriquer une usine pour reproduire notre star? Ça veut dire, c'est juste, on a un parcours, quelque chose qui représente notre besoin en termes de contenu et en termes d'environnement à savoir manipuler, etc., pour que ça puisse reproduire une fois, 2 fois, 1000 fois cette star qu'on galère à recruter. Donc, comment on peut faire ça? Pour faire ça, on a une approche d'apprentissage. Donc, c'est que Dojo, c'est un cyber-range dans l'ADN, mais pas que. Un cyber-range, son inconvénient,
ou plutôt, pardon, d'abord. Son avantage, c'est qu'il permet de construire un environnement de simulation sur des attaques qui ciblent les environnements Active Directory, qui ciblent les infrastructures SCADA, qui ciblent tout ce qui est sécurité des applications, ou même analyse de malware, forensique, ainsi de suite. Par contre, c'est ce qu'on peut appeler, si on se permet, une coquille vide, on prend CVRH c'est un contenant, mais cherchez l'expertise pour faire le contenu. Ça vous coûte largement plus cher de faire le contenu que même de louer ou d'acheter la plateforme. Du coup, notre approche, c'est quoi? C'est une CyberArk, par définition, parce qu'elle peut créer de la simulation, peu importe le scénario, le contexte technologique qu'on veut avoir. Mais par contre, ça vient déjà avec un contenu conçu, avec une approche pédagogique, avec nous-mêmes, ce qu'on met en place pour former, pour faire évoluer les consultants qu'on recrute, parce que nous-mêmes, je ne vais pas peut-être présenter, mais CKRA, c'est une boîte qui fait aussi du conseil, du service, de l'audit, et ainsi de suite. Donc nous-mêmes, on est les premiers exposés à cette problématique. Donc notre approche, c'est quoi? C'est d'avoir quelqu'un, mettons-nous dans la peau de l'admin système ou du développeur qui veut apprendre la cybersécurité ou la sécurité par exemple sur la partie application. Premier point de départ, c'est que le contenu aujourd'hui sur Internet, c'est pas ce qui manque. Sauf que, avec la quantité de cours, de bouquins, de certifications, on peut très bien se perdre et avoir du mal à choisir par quel bout prendre le fil d'abord pour commencer. Du coup, CyberLearn, c'est un environnement e-learning qui vise à proposer des pathways, qu'on va voir par la suite sur la démo, des parcours et des cours. Et sur ces cours, c'est structuré selon une approche si on dit pédagogique. Sur la sécurité Windows, on va être sur une structure bien pédagogique, sur les bases à voir pour avoir un petit peu l'aperçu global à connaître. Et après, bien sûr, que les gens vont apprendre un petit peu plus au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est déjà d'avoir la structure conçue, et ensuite le contenu. Et une fois qu'on a vu le contenu, c'est une couche, mais d'abord, il faut manipuler. Parce que sur la sécurité, ceux qui connaissent, on en a besoin, mais on a besoin aussi de ceux qui font. Et les artisans, c'est différent de ceux qui font du conseil, etc. Donc des fois, c'est une dimension différente. Donc CyberLearn, comment elle fait ça? Au lieu de chercher à inventer votre propre lab Active Directory pour manipuler des commandes de base, d'énumération de groupes ou d'énumération de comptes, etc., vous avez sous bouton accès à un environnement Active Directory sur votre navigateur et vous soulevez un certain nombre de commandes. Comme ça, vous aurez manipulé au moins une fois dans la vie des choses de la sécurité Active Directory. Après, sur chaque section, vous aurez un quiz. Je vais passer, comme ça je ne passe pas beaucoup de temps dessus. Une fois que vous avez un peu pris ce contenu distillé, préparé, vous passez à un environnement de challenge. L'environnement de challenge, c'est CyberLab, c'est individuel, chacun son rythme. Donc chaque personne peut prendre des challenges qui font partie des parcours. Essayez de faire le challenge qui peut être offensif, réponse à incident, analyse de malware, traitement d'un cadre incident, etc. Et essayez de le faire pour gagner des points qui valident la maîtrise du lab en question, et un enchaînement de lab faits définissent des compétences et du savoir-faire démontré. Et du coup, c'est l'environnement où on s'entraîne en pratique sur des choses qui reflètent et qui correspondent aux problématiques de ce qu'on trouve dans les entreprises, des architectures qu'on trouve dans les entreprises. La partie CyberWar, c'est la dernière partie du puzzle. Et en fait, on a vu que le cours, c'est pour apprendre, le lab, c'est pour pratiquer tout seul, mais dans les entreprises, les problèmes ne sont jamais traités par une seule personne. Donc, quand il y a un incident, c'est des crises, c'est des salles de vingtaine de personnes qui travaillent, des devs, des admin systèmes, des gens de la com, des gens du pentest, de la SecOps, ainsi de suite. Donc, c'est apprendre à travailler ensemble. Et j'ai un ami ici qui connaît bien une certaine histoire. Un pentester, il trouve la lune, il vous l'expose. Pour la correction, c'est pas son problème. C'est même pas ses compétences. Il y en a des pentesters qui sont bons, mais qui n'a jamais touché un bout de code. Donc il n'est pas à l'aise à trouver là où il faut changer quoi pour que la vulnérabilité soit corrigée. Et du coup,
lui, il restera sur voilà la vue, je l'ai exploité, ça marche, ça s'arrête là. Le développeur, il le prend mal déjà, que le gars il est venu fouiller, il expose devant son DG ou devant son DSI, et on lui demande de corriger pour le lendemain. Premier réflexe, c'est il n'aime pas, il n'apprécie pas, il le met en défi, bah, si tu veux, viens et montre-moi comment le corriger, parce que moi je ne le touche pas, ça va casser la fonctionnalité. Du coup, ça ne se traite pas, c'est de la politique, et c'est surtout que les gens n'arrivent pas à travailler ensemble. Donc, le bout du tunnel, c'est savoir travailler ensemble, les red teamers, les blue teamers, les équipes IT, et ainsi de suite. Alors, donc notre proposition de valeur, pour résumer, donc c'est un environnement qui regroupe ce qu'on considère un parcours d'apprentissage complet, avec le contenu, le challenge et les mises en situation pour travailler en équipe, les trois ingrédients pour être un bon ingénieur sécurité ou un bon profil cybersécurité. Le contenu, en fait, avec certains d'entre vous ici, on a déjà fait des missions, soit de réponse à incidents, soit d'audit sur lesquels on a trouvé des failles, un enchaînement de failles qui permettent un scénario d'attaque assez spectaculaire. Et sur ces 2 jours, vous risquez de retrouver un certain nombre de choses de ce qu'on a trouvé chez vous, ce qu'on a trouvé avec vous, comme un scénario proposé pour l'entraînement. Donc on reproduit des choses qu'on a rencontrées, évidemment sans mentionner chez qui, pourquoi, etc. Mais on reproduit des vecteurs de propagation d'attaque. On connaît tous, on connaît beaucoup les chemins de mouvement latéral sur la partie Windows, un peu moins la partie Linux. Donc on a pas mal de scénarios tournés autour de ça pour améliorer la prise de conscience des risques sur les environnements Linux. En termes de stabilité et scalabilité, ça aussi c'est un peu une des valeurs ajoutées par rapport au CyberRange classique. CyberRange classique, vous achetez, ça a un sizing qui permet de faire, je sais pas, 10 personnes en simultané, 5 personnes en simultané, ça s'arrête là. En fait, nous, c'est une plateforme, c'est un environnement basé sur du cloud, sur lequel on fait du déploiement full cloud, et que même pour chaque personne, on déploie une infrastructure dédiée pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, le temps qu'il faut, et une fois qu'on est fatigué, on arrête et on reprend quand on est en forme, ou on reprend après les 18 heures après boulot. En termes de coût, ça nous permet aussi derrière de proposer un service, un produit à prix optimal, parce qu'on est sur du mode pay as you go, donc c'est-à-dire qu'on ne paye que le service assuré, donc il n'y a pas de coût caché pour nous qu'on doit réimputer à un client, donc c'est derrière un modèle transparent et challengeant. Et en parallèle de tout ça, mettons-nous surtout dans un parcours en fait. C'est un RSSI, un groupe qui fait une centaine de profils cybersécurité worldwide. Et l'idée c'est de pouvoir présenter un parcours et que les gens suivent des formations, fassent des challenges, et que derrière, ils me demandent de l'assistance d'un encadrant, si on veut dire, ou d'un coach ou d'un formateur, que au besoin. Déjà par rapport à, je conseille déjà par notre génération, ça nous gonfle énormément d'avoir quelqu'un en face qui nous explique pendant 8 heures un concept. Insupportable. On est plus en mode, j'ai ce problème, explique-moi comment le résoudre. J'ai passé déjà 4 heures dessus, je me débrouille pas, j'ai besoin que tu me parles pendant 10 minutes, pas plus. Donc ça, c'est l'approche qu'on propose, c'est la pédagogie inverse. Faites votre parcours en autonomie et au besoin, demandez un coaching en groupe ou individuel. Et sur l'expérience personnalisable, c'est qu'on a la capacité de créer des contenus sur mesure. Si vous avez des architectures spécifiques, si vous avez des problématiques sur la sécurité des API, et ainsi de suite, vous pouvez concevoir vous-même du contenu. On peut travailler avec vous pour concevoir du contenu ou une architecture avec des technologies spécifiques qui reproduisent ce que vous avez en termes de technologie IT et aussi de technologie sécurité. Donc, dans quel contexte on peut utiliser ces Dojo pour résoudre cette problématique de pénurie? Déjà, le temps qu'on passe sur les recrutements, les entretiens et le taux d'entretien qu'on fait et que c'est forum. Déjà, on peut faire un premier filtre qui est des challenges, notamment pour un pentester. S'il passe des challenges qui permettent de confirmer déjà qu'il a la compétence qu'on cherche, en choisissant les bons challenges à avoir, c'est après ça qu'il passe en entretien. Déjà, on gagne le temps des managers. On gagne le temps des managers
qui perdent sur les entretiens non conclus d'anciens vedettes. Après, il y a aussi l'organisation des événements en interne. C'est-à-dire, on vous a parlé de l'utilisation pour faire des parcours de formation individuels, mais on peut aussi, en 3 clics, monter un événement auquel jouent 10 personnes dans l'organisation, ou même l'ouvrir de manière publique pour chasser des bons profils. Et ça, c'est ce qu'on fait avec quelques clients notamment. Les profils qui se distinguent le plus sur les événements publics, voilà, ils reçoivent une offre d'embauche, ou plutôt ils reçoivent une proposition d'entretien, et si le profil un peu correspond en termes de qualité humaine, voilà, ça passe en étape supplémentaire. Donc maintenant qu'on vous a un peu expliqué le concept, on passera un peu à une démo pour voir un petit peu les briques, et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, on pourrait un peu discuter au fur et à mesure. Des questions? En tout cas, bravo, c'est très très bien fait. J'avais une petite question par rapport à ma propre expérience d'embauche de profil à haute valeur ajoutée en cybersécurité. En règle générale, ce que j'ai observé, que ce soit rapidement en France, en Espagne comme au Maroc, les experts cyber, je passe technique, on arrivera à ceux qui sont dans la gouvernance, ce sont ou des administrateurs système Unix et Windows chevronnés. Ça, c'est le premier type de profil. Enfin, vous me corrigerez, hein, c'est ma vision. Ce sont généralement des développeurs qui ont une appétence pour le système d'exploitation, qui aiment bien les développer les couches basses, qui aiment bien les interactions entre le logiciel et son système d'exploitation, donc des développeurs, mais une catégorie de développeurs. Ce n'est pas les gars qui font clic-clic sur les pins, sur les trucs, c'est vraiment les gens qui en vont voir. Voilà. C'est des gens qui ont été formés nativement. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Espagne et de la France. Il y a des écoles qui forment des gens nativement en cybersécurité, des profils master cyber. Il faut même un tronc commun sur développement, forensique, reverse engineering, parce qu'aujourd'hui, pour découvrir un code malicieux, le reverse engineering est génial, par exemple. Et le quatrième, et les plus délicats, mais les plus difficiles à manager, qui sont généralement freelance, c'est les self-made man, des gens qui n'ont pas étudié l'IT, ils ne sont pas généralement, ou peut-être c'est des informaticiens qui. Donc voilà les 4 profils, et je voudrais que vous m'apportiez éventuellement une correction à mon préjugé ou à mon idée. Alors, en fait, vous avez totalement raison. Les meilleurs même profils techniques en cybersécurité, c'est des profils qui viennent d'une reconversion professionnelle. Parce que, soyons clairs, c'est un bon profil sécurité. Déjà, il doit avoir des bases solides en réseau, en système et en code. Si on ne sait pas lire un code, peu importe le langage, c'est compliqué. Parce qu'à un moment, on va faire un reverse, il faut pouvoir un peu comprendre son regard. À un moment, on fait un audit de sécurité, on trouvera un script qu'il va falloir analyser, comprendre, et ainsi de suite. Donc, évidemment, ces profils-là sont les profils qui sont les plus costauds, et c'est pas pour rien que les entreprises comme Orange, comme Thales, etc., investissent beaucoup dans les programmes de reconversion professionnelle, parce que ça leur permet de transformer des personnes qui étaient dans des activités éventuellement abandonnées, fermées, qui sont bien solides techniquement, ça leur permet de les transformer, et au bout d'un programme de 3 mois, même pas à temps plein, ils sont opérationnels en cybersécurité, et parce qu'ils ont des fondamentaux. Là où ça plante pour les profils techniques, c'est les basics, c'est les fondamentaux. Quand on a ces fondamentaux, très facile pour faire une reconversion, il faut juste casser les trucs politiques. En fait, sur la partie cyberwar, on a un concept, peut-être on a préféré vous parler de ça de manière un peu citée, parce que c'est un endroit où on a profité de la force du DevOps. En fait, on a profité de ça pour résoudre le problème dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pentester et le développeur qui se détestent mutuellement. Le comment, c'est qu'on va proposer un environnement avec une application web, par exemple, et donc on aura un groupe avec, ou plusieurs groupes en même temps, qui jouent les uns contre les autres. En fait, dans chaque groupe, on va avoir des profils développeurs et des profils pentesters. On va leur donner l'application qui tourne sur un environnement, sur laquelle ils doivent chercher des vulnérabilités, les exploiter et récupérer des flags pour valider les points sur la partie offensive.
Et pour cette même application, on va leur donner le code source. On va leur proposer de corriger les vulnérabilités. Et en fait, la même application qui tourne est celle pour laquelle on a le code source. Donc, on peut soit analyser le code pour trouver les failles pour les exploiter ensuite, ou on peut passer par le chemin, ce qu'on appelle le noir, donc ils attaquent l'appli, ils trouvent. Mais derrière, pour gagner les points, c'est la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir notamment trouvé les failles et avoir pu faire la correction de code. Une fois qu'ils ont fait cette correction de code, première étape, en fait, ils vont nous pousser le nouveau code source qu'ils ont corrigé. On prend ce code source, on le déploie avec la partie CI/CD sur un environnement sur lequel on exécute des tests fonctionnels qui valident d'abord que toutes les fonctionnalités sont toujours opérationnelles. Et ensuite, on vérifie la correction de vulnérabilité, par exemple, si une injection SQL sur le formulaire d'authentification est toujours exploitable. Donc, on profite de la force de la chaîne CI/CD, de ce qui est automatisation des tests fonctionnels, de tout ce qui est automatisation de la partie testing de sécurité ou testing des vulnérabilités, pour mettre ces deux mondes, pentesters et développeurs, à travailler ensemble et à travailler pour un objectif commun. C'est-à-dire que si on veut gagner, on est censé profiter des forces des uns et des autres, les forces des développeurs à manipuler le code et les forces des pentesters à trouver des failles même quand on n'a pas vu le code. L'idée c'est 3, 4, 5, 10 équipes qui jouent les uns contre les autres. On arrive à comparer, à classer, et c'est aussi à la fois du classement sur la compétence, mais également sur cette capacité à travailler ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que peut-être il y a des sections que vous voulez qu'on développe davantage? Parce qu'on est passé trop vite sur la partie cyber. Peut-être une ou deux questions rapidement. Merci beaucoup. Moi, c'est Diallo Ibrahim. Par rapport à la plateforme, tout est en anglais ou bien il y a l'option français? Pour le moment, tout est en anglais. Et les formateurs? Francophone, anglophone et arabe. Ok. Alors, s'ils sont francophones, comment ils vont aider les francophones à utiliser la plateforme en anglais? Alors, déjà, en cybersécurité aujourd'hui, si on parle pas anglais, c'est compliqué. Je suis d'accord, mais pour pouvoir accepter le niveau de graduation par rapport à la compétence, jusqu'à ce qu'ils finissent, je pense qu'ils peuvent commencer à partir des euros avant qu'ils ne finissent, ils maîtrisent l'anglais avec les compétences. En fait, ici, également, ce qu'on leur propose, c'est pas d'être des experts en anglais, c'est de savoir comprendre un paragraphe qui décrit une attaque à simuler ou qui décrit un concept à exécuter, c'est exécuter telle commande, telle commande, telle commande, telle commande. Donc ça, c'est censé aujourd'hui, dans l'informatique de manière générale, c'est dans les fondamentaux, c'est d'avoir des bases d'anglais pour comprendre un truc, un paragraphe ou un texte qu'on est en train de lire. Après, l'assistance, le coaching, etc., ça peut être en français ou en anglais, ça c'est totalement dans nos cordes, mais on estime, en fait, nous on est plus francophone qu'anglophone, mais on a choisi de faire cette plateforme en anglais, même pour nos clients marocains, parce que l'anglais dans tous les cas, c'est la langue standard en quelque sorte de l'informatique, donc c'était un choix de faire en anglais. Peut-être dans les prochaines années on fera une version en français également, mais c'était un choix de faire en anglais. Et franchement, c'est même s'il faut recommander quelque chose, ça serait de forcer, même si personnellement moi-même, à une certaine époque, j'avais des difficultés je préférais toujours trouver quelque chose en français, mais une fois qu'on veut, par exemple, l'OWASP, on veut apprendre la sécurité des applications. C'est difficile de trouver tous les référentiels de l'OWASP en français. Certains sont traduits, d'autres moins, et ceux qui sont traduits, des fois, ils ne sont pas bien traduits. Donc, il faut passer le temps supplémentaire que ça prendra sur la partie anglais, mais au bout de quelques semaines, on arrive déjà à comprendre. Donc, je déconseillerais de contourner le problème. L'anglais, c'est quelque chose à savoir manipuler au moins sur la couche de base. Il ne faut pas faire éviter le problème aux étudiants, il faut qu'ils puissent rentrer dedans, passer un peu plus d'heures pour comprendre, et après, au bout de quelques heures d'apprentissage, ils seront déjà à l'aise pour apprendre en anglais.